Jamais je n'aurais imaginé que le jour le plus heureux de ma vie deviendrait précisément le moment où mon propre sang me rayerait de la carte. J'étais là, sur le quai du port de Miami, avec ma valise couleur bordeaux remplie d'illusions, mon chapeau neuf pour me protéger du soleil caribéen et cette robe à fleurs que j'avais achetée exprès pour le dîner de gala. On était le 15 septembre, le jour du croisière familial que nous préparions depuis des mois, du moins c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que mon téléphone vibre dans mon sac avec un message qui m'a gelé l'âme. « Maman, tu ne pourras pas venir avec nous sur le bateau? Valeria préfère que ce soit juste pour la famille. » C'étaient les mots de mon fils Roberto. Mon Roberto, l'enfant que j'ai élevé seul après que son père nous ait abandonnés, celui pour qui j'ai payé les études en vendant des empanadas le week-end, celui qui, il y a à peine 2 mois, m'a demandé de me porter garante pour sa maison parce que la banque ne voulait pas lui accorder le crédit avec son nom seul. J'ai lu ce message 5 fois, cherchant désespérément un autre sens à ces mots. Juste pour la famille. Comme si j'étais une étrangère, comme si les 9 mois où je l'ai porté dans mon ventre et les 30 années où je l'ai aimé sans condition ne me donnaient pas le droit d'être considéré comme famille. J'ai levé les yeux vers le bateau et je les ai vus. Roberto et Valeria sur le quai, se faisant signe de la main comme dans un film romantique, souriant, libérés, heureux de m'avoir laissé derrière. Ce n'était pas un oubli ni un malentendu. C'était une décision, une déclaration d'indépendance faite à mes dépens, sur mon cœur brisé. Je suis resté planté sur ce quai avec ma valise inutile et mon chapeau ridicule, tandis que le bateau commençait à s'éloigner, emportant non seulement mon fils, mais aussi l'illusion que j'avais un jour comptée pour lui. Le pire n'était pas l'humiliation publique, ni les regards de pitié des autres passagers qui, eux, avaient embarqué. Le pire, c'était de me souvenir qu'à peine 60 jours plus tôt, j'avais signé le dernier paiement de l'hypothèque de leur maison. Cette maison qui, légalement, restait encore à mon nom parce qu'il n'avait toujours pas assez d'historique de crédit. Cette maison où ils fêtaient anniversaire et Noël sans jamais m'inviter, où ils accrochaient des photos de famille dans lesquelles je n'apparaissais jamais. Cette maison que j'avais construite avec mes économies de toute une vie, pensant assurer l'avenir de mon fils alors qu'en réalité je finançais mon propre bannissement. Je suis rentré dans mon petit appartement les yeux secs, parce qu'à ce stade de la vie on ne pleure plus pour les trahisons. On les classe, on les archive dans ce coin du cœur où l'on range les leçons douloureuses. Ce soir-là, pendant que je préparais mon infusion de tilleul, comme toutes les nuits depuis 20 ans, j'ai sorti le classeur bleu où je garde tous les documents importants. L'acte de propriété, les reçus de virements bancaires, les factures de la compte, les paiements d'impôts que j'avais couverts quand ils traversaient des difficultés financières. Tout était toujours à mon nom. Tout était légalement à moi, même si émotionnellement on me l'avait arraché depuis longtemps. Et tandis que la vapeur de l'infusion embuait mes lunettes, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis des années. Ce n'était ni de la tristesse ni de la colère. C'était une clarté absolue, comme quand on allume une lumière dans une pièce sombre et qu'on voit soudain tous les meubles contre lesquels on se cognait auparavant. Valeria m'avait effacé de leur vie dès le premier jour. D'abord par des remarques subtiles sur ma façon de m'habiller, qui selon elle n'étaient pas appropriées pour mon âge. Ensuite par des allusions sur ma cuisine qui, soi-disant, tombaient lourdement à Roberto. Puis vinrent les réunions familiales organisées pile les jours où j'avais des gardes à l'hôpital où je travaillais comme infirmière, les photos sur les réseaux sociaux où j'étais coupé du cadre ou carrément pas invité. Les anniversaires de ma petite fille Sophia, où arrivait le gâteau que j'avais payé, mais pas la grand-mère qui l'avait acheté. Petit à petit, ils m'ont poussé vers les marges de ma propre famille, jusqu'à me faire disparaître complètement du tableau. Mais les chèques, eux, étaient toujours les bienvenus. Les virements pour le pédiatre de la petite, pour les vaccins, pour la nouvelle voiture dont ils avaient besoin d'urgence, pour les réparations de la maison dont j'étais techniquement toujours la propriétaire. Je n'étais pas de leur famille. J'étais leur distributeur automatique sur pattes avec des sentiments jetables. Cette nuit-là, pendant que le bateau s'éloignait de plus en plus de la côte et qu'il portait des toasts au champagne sur le pont sous les étoiles, moi j'ai fait quelque chose de différent. J'ai serré les poings jusqu'à m'enfoncer les ongles dans les paumes et je me suis fait une promesse solennelle. S'ils voulaient de la distance, ils allaient en avoir, mais cette fois-ci ce serait selon mes conditions, avec des papiers officiels et des conséquences réelles, parce qu'il y a une différence entre être généreuse et être stupide. Avant de poursuivre cette histoire qui va vous émouvoir jusqu'aux larmes, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire pour nous dire de quel pays vous nous suivez. Du Mexique, d'Espagne, d'Argentine. Nous aimerions tellement savoir d'où vous nous lisez, car ces histoires sont pour tous ceux qui savent ce que signifie l'amour véritable et la vraie valeur de la famille.
Maintenant, reprenons là où nous en étions, car ce que j'ai découvert ce jour-là a changé à jamais ma façon de voir le monde. De retour dans mon petit appartement de 2 pièces, ce silence lourd que seuls connaissent ceux qui ont été rejetés par leurs propres enfants m'a enveloppé comme une couverture humide. Je me suis assise à la table de la salle à manger, celle où j'avais si souvent compté des billets pour les aider, où j'avais signé des chèques d'une main tremblante, non pas de vieillesse, mais d'épuisement après des doubles gardes à l'hôpital. Et j'ai commencé à sortir un par un les documents du classeur bleu. L'acte de propriété original où mon nom apparaissait en grosses lettres claires comme unique propriétaire. Les preuves de virement bancaire qui totalisaient plus de 80 000 dollars en 5 ans, les factures de la climatisation que j'avais installée, du toit que j'avais fait réparer après la tempête, des meubles que j'avais achetés pour qu'ils aient où s'asseoir, parce qu'ils arrivaient à peine à payer les factures courantes. Tout était là, noir sur blanc, preuves irréfutables que cette maison était bien plus à moi qu'à eux, même s'ils y dormaient toutes les nuits. Pendant que j'organisais les papiers en petits tas bien rangés, les souvenirs douloureux s'empilaient eux aussi. Valéria, avec son sourire parfait de publicité pour dentifrice et ses mots empoisonnés, m'avait dit un jour devant toute la famille que je parlais trop fort et que ça la rendait nerveuse. C'était 2 semaines après que j'ai payé la réparation de sa voiture qu'elle avait accidentée parce qu'elle envoyait des messages en conduisant. Roberto, mon propre fils, répétait comme un perroquet dressé les paroles de sa femme. « Maman, c'est que parfois tu es trop intense, trop dramatique. Tu devrais te détendre un peu plus. » Et je me demandais comment je pourrais ne pas être intense après avoir été à la fois mère et père, après avoir fait des doubles gardes pendant 15 ans pour qu'il ait des vêtements de marque et puisse aller dans une université privée, après m'être privé de repas pour qu'il ne manque jamais de rien dans son assiette. Mais bien sûr, quand ils avaient besoin d'argent pour la compte de la camionnette, là soudain j'étais la mère parfaite, la sauveuse, la généreuse. Les petites blessures se sont accumulées pour former un mur invisible entre nous. Comme cette Noël où Valéria a réorganisé toute la table et m'a placé dans le coin le plus éloigné, près du sapin, où personne ne pouvait me voir ni m'entendre. Ou le baptême de Sophia dont je n'ai appris la date qu'en voyant les photos sur Facebook, parce qu'ils avaient oublié de me prévenir alors qu'ils le planifiaient depuis des mois. Ou cette fois où ils ont organisé un barbecue familial pour fêter la promotion de Roberto au travail, le même jour que mon 58e anniversaire. Et personne, absolument personne, ne s'en est souvenu ni ne m'a appelé. J'ai toujours trouvé des excuses pour eux. Ils sont occupés avec le bébé, ils sont jeunes, ils construisent leur vie. Ils finiront par mûrir et comprendre ce que j'ai fait pour eux. Mais ce n'était pas de l'immaturité. C'était une stratégie parfaitement orchestrée pour m'effacer de leur vie tout en continuant à utiliser mon portefeuille. Petit à petit, ils m'ont poussé vers le bord du précipice, jusqu'à me laisser tomber sans même un regard en arrière pour voir comment j'atterrissais. Et le plus triste, c'est que j'ai continué à les justifier même quand j'étais déjà au sol, le cœur en morceaux. Mais maintenant, avec cette phrase plantée dans mon cerveau comme un clou rouillé, juste pour la famille, je ne pouvais plus me voiler la face ni me mentir à moi-même. Les documents ne mentaient pas, les chiffres non plus. J'avais investi non seulement de l'argent, mais des années de ma vie à construire un avenir pour mon fils. Et lui m'avait remboursé en m'abandonnant sur un quai comme un bagage oublié. L'acte de propriété était clair. J'étais la propriétaire légale et absolue de cette maison. J'avais payé 80% de la compte tandis que couvraient à peine quelques factures quand il leur restait un peu d'argent. J'avais signé comme principal responsable du prêt hypothécaire qu'il n'aurait jamais obtenu seul. J'avais réglé 3 années consécutives d'impôts fonciers quand Roberto avait perdu son emploi et qu'ils étaient en crise financière. Et malgré tout cela, il n'y avait pas une seule photo de famille avec moi accrochée au mur de cette maison, pas un seul cadre avec mon visage dans le salon ou dans les chambres. J'étais comme un fantôme qui payait les factures, mais qui ne méritait aucune reconnaissance. La robe corail que j'avais achetée en promotion spécialement pour le dîner de gala du bateau pendait encore dans mon placard, étiquette toujours attachée. J'avais imaginé cette soirée 1000 fois dans ma tête. La table élégante avec des nappes blanches, les verres de vin scintillant sous les lumières, une photo des 3 générations souriant ensemble que j'aurais enfin pu encadrer et poser sur ma table de nuit. Mais au lieu de cela, ma seule compagnie cette nuit-là serait une tasse d'infusion de tilleul et l'amère présence de ma propre désillusion. J'ai sorti mon carnet à spirale, celui que j'utilise pour les listes de courses, et j'ai commencé à écrire, non pas avec émotion, mais avec des faits froids et vérifiables. Acte de propriété au nom de Patricia Moral, c'est-à-dire moi. Hypothèque soldée avec les fonds de mon compte d'épargne accumulés en 25 ans de travail.
Contribution monétaire estimée à 10 000 $ au cours des 6 dernières années, sans compter les cadeaux et les petites dépenses quotidiennes. Je n'avais jamais fait ces comptes auparavant. Parce que quand on aime vraiment, on ne tient pas de registre de ce qu'on donne. On donne, tout simplement. Parce que l'amour ne vient pas avec facture, ni avec reçu. Mais cette nuit-là, avec un calme étrange qui n'apparaît que lorsqu'on a touché le fond émotionnel, je me suis dit à voix haute, pour que ce soit parfaitement clair, c'est fini. Cette fois, il n'y aura ni drame, ni supplication, ni larmes bon marché. Seulement une décision ferme comme du béton et un plan exécuté avec la précision d'une intervention chirurgicale. Il s'est écoulé exactement 3 jours depuis que le bateau a levé l'ancre vers les Caraïbes. 3 jours d'un silence si profond que j'entendais ma propre respiration résonner contre les murs vides de mon appartement. Je me levais chaque matin à 6 heures, comme toujours par habitude. Même si je n'avais plus à aller à l'hôpital parce que je venais de prendre ma retraite, je préparais mon café au lait et je vérifiais mes emails plus par routine que dans l'attente de quelque chose d'important. Et là, sur l'écran, ça brillait comme une gifle numérique. Notification de débit sur sa carte Mastercard. Montant, 845 $. Description, Spa Package et Cuples Massage Royal Caribbean Serenity Deck. J'ai dû relire 3 fois pour assimiler ce que je voyais. C'était la carte que j'avais fournie comme garantie pour réserver les cabines du croisière. Une carte que j'avais mise à disposition parce que j'avais confiance en mon fils, parce que j'avais naïvement pensé qu'il ne me trahirait jamais. Non seulement il m'avait exclu du voyage, comme si j'étais une parfaite inconnue. Non seulement ils m'avaient humilié publiquement en me laissant à quai. En plus de cela, ils utilisaient mon argent pour s'offrir des massages en couple et des soins spa. Pendant que moi je mangeais du riz avec un œuf dans ma cuisine pour faire durer ma pension jusqu'à la fin du mois, eux se faisaient masser avec 845 $ d'huiles essentielles et de pierres chaudes, pendant que je calculais si j'aurais assez pour payer mes médicaments contre l'hypertension. C'est là que quelque chose en moi ne s'est pas brisé, mais s'est durci comme de l'acier. Ce n'était plus de la tristesse, ni même de la déception. C'était autre chose, complètement différent. Une clarté froide et tranchante comme un scalpel, comme quand on comprend enfin que ce n'était ni une erreur ni un malentendu, mais un plan parfaitement calculé. J'ai éteint l'ordinateur avec plus de force que nécessaire. J'ai cherché la carte physique dans le tiroir où je range les couverts de fête que je n'utilise qu'à Noël, les mains tremblantes. Pas de peur, mais de détermination. J'ai composé le numéro du service client Mastercard. En quoi puis-je vous aider? La voix aimable de l'opératrice a failli me faire flancher, mais j'ai respiré profondément et j'ai dit avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Je veux annuler cette carte immédiatement et contester le débit de 845 $ parce que je ne l'ai pas autorisé. L'opératrice m'a demandé si j'avais perdu la carte ou si on me l'avait volée, et moi, sans ciller, j'ai répondu « Oui, je l'ai perdue. J'ai perdu la confiance en les mauvaises personnes. Et ça, c'est bien pire que de perdre une carte en plastique. » Elle n'a pas compris mon commentaire, mais elle a traité l'annulation quand même. Ce fut mon premier mouvement, petit mais définitif, comme la première pièce de domino qui tombe et entraîne toute la chaîne. Le deuxième mouvement fut de revenir à la chemise bleue et de la relire de A à Z avec un regard neuf. J'ai examiné chaque clause du contrat de vente original, chaque papier signé devant notaire, chaque détail légal, et c'était limpide, imprimé en gros caractères avec source officielle. Moi, Patricia Moral, j'étais la propriétaire absolue et incontestable de cette maison. Nous n'avions jamais formalisé aucun transfert, parce que Roberto disait toujours « À quoi bon, maman, si c'est pour la famille? À quoi bon dépenser pour des avocats et des notaires alors qu'on vit déjà ici? » Oui, bien sûr, pour la famille, jusqu'à ce que la famille devienne encombrante. Légalement, cette maison était 100% à moi et eux n'étaient techniquement que des occupants sans contrat que j'avais laissé vivre là par amour, pas par obligation. Je me suis préparé une autre tasse de thé, mais cette fois ce n'était pas du tilleul relaxant. C'était du thé noir, bien fort, parce que j'avais besoin d'être complètement éveillé et alerte. J'ai cherché dans mon carnet de contacts le numéro de Fernando, mon avocat, celui qui m'avait aidé pour le divorce il y a 20 ans, quand mon mari était parti avec sa secrétaire en nous laissant sans rien. Celui qui m'avait représenté quand je m'étais blessé au travail et qu'on avait négocié l'indemnisation. Le seul homme, en dehors de mon père, qui ne m'avait jamais traité comme une idiote, mais comme une femme qui méritait le respect. Fernando, c'est Patricia. Désolé de t'appeler un vendredi après-midi, mais j'ai besoin de conseils juridiques, et peut-être même un peu plus que ça. Il y a eu un bref silence de l'autre côté,
puis sa voix calme et professionnelle. « Patricia, ça fait longtemps. Dis-moi ce dont tu as besoin. » Dans ma voix, il y avait quelque chose de différent cette fois, une détermination d'acier qu'il a remarqué immédiatement. J'ai besoin de récupérer ce qui m'appartient légalement. J'ai besoin de le faire correctement, sans scandale, mais avec toute la force de la loi. J'ai besoin que tu me dises exactement quelles étapes suivre pour vendre une propriété qui est à mon nom, mais où vivent des gens que je ne veux plus voir là. Un silence plus long cette fois. Puis, compris. Apporte-moi tous les documents lundi à la première heure. Si tout est en ordre comme tu le dis, nous pouvons procéder immédiatement. Personne ne peut occuper une propriété qui ne lui appartient pas sans ton consentement. Personne ne peut garder quelque chose qui ne lui a jamais été cédé légalement. Et si toi, en tant que propriétaire unique, tu décides de vendre, tu peux le faire sans demander la permission à quiconque, parce que la maison est à toi. Point final. J'ai raccroché et, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie puissante. Pas vengeresse, mais empowerée. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans somnifère ni thé relaxant. Juste avec la paix que procure le fait de savoir qu'on va enfin faire ce qui est juste pour soi-même. Même si ça fait mal, même si les autres vous jugent, même si on vous traite d'égoïste ou de cruel. Ils avaient voulu l'exclusivité. Eh bien, ils allaient l'avoir, l'exclusivité de leur propre médecine. Roberto m'avait rayé de sa liste de famille. Parfait. Mais il avait oublié que j'avais entre les mains quelque chose de bien plus solide que l'amour. Des papiers signés devant notaire. Et ça, mon cher fils, ça ne s'efface pas avec un SMS, ni ne s'annule avec un sourire hypocrite. La première chose que j'ai faite lundi matin a été de me rendre au cabinet de Fernando avec ma chemise bleue sous le bras comme s'il s'agissait d'un trésor. Je suis arrivé une demi-heure en avance parce que l'anxiété ne me laissait pas rester tranquille à la maison. Fernando a examiné chaque document avec la minutie d'un avocat chevronné qui a tout vu. Il tournait les pages lentement, hochait la tête de temps en temps et prenait des notes dans son carnet en cuir. Après 30 longues minutes qui m'ont paru des heures, il a levé les yeux et m'a regardé avec un mélange de professionnalisme et de ce qui ressemblait à de l'admiration. « Patricia, c'est impeccable, comme une hostie. L'acte de propriété est à ton nom sans aucune charge ni hypothèque. Il n'existe aucun document signé qui cède des droits des tiers. Pas de contrat de donation ni de promesse de vente. Légalement parlant, cette maison est à toi et tu peux en faire ce que tu veux. » J'ai ressenti un tel soulagement que mes jambes ont failli ne plus me porter. « Alors, je peux la vendre ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. « Tu peux la vendre dès demain si tu trouves un acheteur », m'a-t-il répondu avec assurance. « Tu n'as même pas besoin de les prévenir à l'avance, parce qu'ils n'ont aucun droit légal sur la propriété. Ce sont des occupants que tu as autorisés de ton plein gré, mais cette autorisation peut être révoquée à tout moment. Cela dit, je te conseille de tout faire dans les règles. Pas de changement de serrure sans préavis ni de jeter leurs affaires à la rue. S'il faut procéder à une expulsion, il y a une procédure légale à suivre, même si j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais pour vendre, tu n'as besoin ni de leur signature ni de leur approbation, seulement de ta volonté en tant que propriétaire unique. » Je suis sorti de la campe sur un nuage. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai appelé une agente immobilière, mais pas n'importe laquelle. Marcella, une femme discrète et professionnelle qui se spécialise dans les ventes rapides et confidentielles. Je lui ai expliqué ma situation sans trop entrer dans les détails émotionnels, seulement les faits concrets. Mais cette nuit-là, avec un calme étrange qui n'apparaît que lorsqu'on a touché le fond émotionnel, je me suis dit à voix haute, pour que ce soit parfaitement clair, c'est fini. Cette fois, il n'y aura ni drame, ni supplication, ni larmes bon marché. Seulement une décision ferme comme du béton et un plan exécuté avec la précision d'une intervention chirurgicale. Il s'est écoulé exactement 3 jours depuis que le bateau a levé l'ancre vers les Caraïbes. 3 jours d'un silence si profond que j'entendais ma propre respiration résonner contre les murs vides de mon appartement. Je me levais chaque matin à 6 heures, comme toujours par habitude. Même si je n'avais plus à aller à l'hôpital parce que je venais de prendre ma retraite, je préparais mon café au lait et je vérifiais mes emails plus par routine que dans l'attente de quelque chose d'important. Et là, sur l'écran, ça brillait comme une gifle numérique. Notification de débit sur sa carte Mastercard. Montant, $845. Description, Spa Package et Cuples Massage Royal Caribbean Serenity Deck. J'ai dû relire 3 fois pour assimiler ce que je voyais. C'était la carte que j'avais fournie comme garantie pour réserver les cabines du croisière.
Une carte que j'avais mise à disposition parce que j'avais confiance en mon fils, parce que j'avais naïvement pensé qu'il ne me trahirait jamais. Non seulement il m'avait exclu du voyage, comme si j'étais une parfaite inconnue. Non seulement il m'avait humilié publiquement en me laissant à quai. En plus de cela, ils utilisaient mon argent pour s'offrir des massages en couple et des soins spa. Pendant que moi je mangeais du riz avec un œuf dans ma cuisine pour faire durer ma pension jusqu'à la fin du mois, eux se faisaient masser avec 845 $ d'huiles essentielles et de pierres chaudes, pendant que je calculais si j'aurais assez pour payer mes médicaments contre l'hypertension. C'est là que quelque chose en moi ne s'est pas brisé, mais s'est durci comme de l'acier. Ce n'était plus de la tristesse, ni même de la déception. C'était autre chose, complètement différent. Une clarté froide et tranchante comme un scalpel, comme quand on comprend enfin que ce n'était ni une erreur ni un malentendu, mais un plan parfaitement calculé. J'ai éteint l'ordinateur avec plus de force que nécessaire. J'ai cherché la carte physique dans le tiroir où je range les couverts de fête que je n'utilise qu'à Noël, les mains tremblantes. Pas de peur, mais de détermination. J'ai composé le numéro du service client Mastercard. En quoi puis-je vous aider? La voix aimable de l'opératrice a failli me faire flancher, mais j'ai respiré profondément et j'ai dit avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Je veux annuler cette carte immédiatement et contester le débit de 845 $ parce que je ne l'ai pas autorisé. L'opératrice m'a demandé si j'avais perdu la carte ou si on me l'avait volée, et moi, sans ciller, j'ai répondu « Oui, je l'ai perdue. J'ai perdu la confiance en les mauvaises personnes. Et ça, c'est bien pire que de perdre une carte en plastique. » Elle n'a pas compris mon commentaire, mais elle a traité l'annulation quand même. Ce fut mon premier mouvement, petit mais définitif, comme la première pièce de domino qui tombe et entraîne toute la chaîne. Le deuxième mouvement fut de revenir à la chemise bleue et de la relire de A à Z avec un regard neuf. J'ai examiné chaque clause du contrat de vente original, chaque papier signé devant notaire, chaque détail légal. Et c'était limpide, imprimé en gros caractères avec ses officiels. Moi, Patricia Moral, j'étais la propriétaire absolue et incontestable de cette maison. Nous n'avions jamais formalisé aucun transfert, parce que Roberto disait toujours « À quoi bon, maman, si c'est pour la famille? À quoi bon dépenser pour des avocats et des notaires alors qu'on vit déjà ici? » Oui, bien sûr, pour la famille, jusqu'à ce que la famille devienne encombrante. Légalement, cette maison était 100% à moi et eux n'étaient techniquement que des occupants sans contrat que j'avais laissé vivre là par amour, pas par obligation. Je me suis préparé une autre tasse de thé, mais cette fois ce n'était pas du tilleul relaxant. C'était du thé noir, bien fort, parce que j'avais besoin d'être complètement éveillé et alerte. J'ai cherché dans mon carnet de contact le numéro de Fernando, mon avocat, celui qui m'avait aidé pour le divorce il y a 20 ans, quand mon mari était parti avec sa secrétaire en nous laissant sans rien. Celui qui m'avait représenté quand je m'étais blessé au travail et qu'on avait négocié l'indemnisation. Le seul homme, en dehors de mon père, qui ne m'avait jamais traité comme une idiote, mais comme une femme qui méritait le respect. Fernando, c'est Patricia. Désolé de t'appeler un vendredi après-midi, mais j'ai besoin de conseils juridiques, et peut-être même un peu plus que ça. Il y a eu un bref silence de l'autre côté, puis sa voix calme et professionnelle. Patricia, ça fait longtemps. Dis-moi ce dont tu as besoin. Dans ma voix, il y avait quelque chose de différent cette fois, une détermination d'acier qu'il a remarqué immédiatement. J'ai besoin de récupérer ce qui m'appartient légalement. J'ai besoin de le faire correctement, sans scandale, mais avec toute la force de la loi. J'ai besoin que tu me dises exactement quelles étapes suivre pour vendre une propriété qui est à mon nom, mais où vivent des gens que je ne veux plus voir là. Un silence plus long cette fois. Puis, compris. Apporte-moi tous les documents lundi à la première heure. Si tout est en ordre comme tu le dis, nous pouvons procéder immédiatement. Personne ne peut occuper une propriété qui ne lui appartient pas sans ton consentement. Personne ne peut garder quelque chose qui ne lui a jamais été cédé légalement. Et si toi, en tant que propriétaire unique, tu décides de vendre, tu peux le faire sans demander la permission à quiconque, parce que la maison est à toi. Point final. J'ai raccroché et, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie puissante. Pas vengeresse, mais empowerée. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans somnifère ni thé relaxant. Juste avec la paix que procure le fait de savoir qu'on va enfin faire ce qui est juste pour soi-même. Même si ça fait mal, même si les autres vous jugent, même si on vous traite d'égoïste ou de cruel. Ils avaient voulu l'exclusivité. Eh bien, ils allaient l'avoir, l'exclusivité de leur propre médecine. Roberto m'avait rayé de sa liste de famille.
Parfait. Mais il avait oublié que j'avais entre les mains quelque chose de bien plus solide que l'amour. Des papiers signés devant notaire. Et ça, mon cher fils, ça ne s'efface pas avec un SMS, ni ne s'annule avec un sourire hypocrite. La première chose que j'ai faite lundi matin a été de me rendre au cabinet de Fernando avec ma chemise bleue sous le bras comme s'il s'agissait d'un trésor. Je suis arrivé une demi-heure en avance parce que l'anxiété ne me laissait pas rester tranquille à la maison. Fernando a examiné chaque document avec la minutie d'un avocat chevronné qui a tout vu. Il tournait les pages lentement, hochait la tête de temps en temps et prenait des notes dans son carnet en cuir. Après 30 longues minutes qui m'ont paru des heures, il a levé les yeux et m'a regardé avec un mélange de professionnalisme et de ce qui ressemblait à de l'admiration. Patricia, c'est impeccable, comme une hostie. L'acte de propriété est à ton nom sans aucune charge ni hypothèque. Il n'existe aucun document signé qui cède des droits à des tiers. Pas de contrat de donation, ni de promesse de vente. Légalement parlant, cette maison est à toi et tu peux en faire ce que tu veux. J'ai ressenti un tel soulagement que mes jambes ont failli ne plus me porter. Alors, je peux la vendre, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Tu peux la vendre dès demain si tu trouves un acheteur, m'a-t-il répondu avec assurance. Tu n'as même pas besoin de les prévenir à l'avance, parce qu'ils n'ont aucun droit légal sur la propriété. Ce sont des occupants que tu as autorisés de ton plein gré, mais cette autorisation peut être révoquée à tout moment. Cela dit, je te conseille de tout faire dans les règles. Pas de changement de serrure sans préavis ni de jeter leurs affaires à la rue. S'il faut procéder à une expulsion, il y a une procédure légale à suivre, même si j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais pour vendre, tu n'as besoin ni de leur signature ni de leur approbation. Seulement de ta volonté en tant que propriétaire unique. Je suis sorti de la camp sur un nuage. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai appelé une agente immobilière, mais pas n'importe laquelle. Marcella, une femme discrète et professionnelle qui se spécialise dans les ventes rapides et confidentielles. Je lui ai expliqué ma situation sans trop entrer dans les détails émotionnels, seulement les faits concrets. J'ai une maison que je veux vendre rapidement. Elle est en excellent état parce que je me suis moi-même occupé de toutes les réparations et de l'entretien. J'ai besoin d'un acheteur sérieux qui paie en espèces et qui puisse conclure la transaction en moins de 3 semaines. Marcella n'a posé aucune question gênante, elle a simplement tout noté et m'a dit avec cette efficacité qui caractérise les gens qui réussissent. Laisse-moi faire, Patricia. J'ai plusieurs clients qui cherchent exactement ce type de propriété. Je t'appelle dans 48 heures avec des nouvelles. Et elle a tenu parole. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné à 10 heures du matin. Patricia, j'ai une offre et tu vas aimer. Un jeune couple de professionnels qui viennent d'arriver en ville pour le travail. Ils veulent quelque chose de prêt à habiter. Ils paient en espèces, sans crédit intermédiaire. Ils offrent le prix complet que tu as demandé, sans négociation. Et le meilleur de tout, ils peuvent clôturer l'opération le 30 septembre. Coïncidence, c'était exactement le jour où Roberto et Valeria rentreraient du croisière. La synchronicité était si parfaite qu'elle semblait orchestrée par l'univers lui-même. J'ai accepté sans hésiter une seconde. Marcella, vas-y avec tout. Prépare les papiers et dis-moi ce dont tu as besoin de ma part. Cette nuit-là, je me suis permis une petite célébration privée. Je me suis servi un verre de vin rouge de la bouteille que je gardais depuis des années, en attendant une occasion spéciale. J'ai porté un toast devant le miroir de la salle de bain et je me suis dit à voix haute. Patricia Moral. Ceci est pour toi, pour ta dignité, pour toutes ces années où tu t'es laissé piétiner en pensant que c'était de l'amour. La maison avait déjà un nouveau propriétaire, même si les occupants actuels n'en savaient rien encore. Les clés changeraient de main le même jour où ils poseraient le pied sur la terre ferme. Après leurs vacances financées indirectement par moi, j'ai souri, pas avec malice, mais avec quelque chose de bien meilleur, avec justice. Ils avaient pris le croisière, les photos, le spa, les massages et l'exclusivité. Mais moi, je prenais quelque chose d'infiniment plus précieux. Ma liberté, mon estime de soi et la maison que j'avais construite avec mes propres efforts. Au 4e jour du croisière, alors qu'ils avaient déjà parcouru presque la moitié du voyage, j'ai reçu un message vocal sur mon téléphone. Ce n'était ni un appel direct ni une visio pour pouvoir me regarder dans les yeux et me demander pardon comme cela aurait été normal. C'était un simple message audio de ceux qu'on enregistre en faisant autre chose, sans y accorder beaucoup d'importance. Maman, salut. J'espère que tu vas bien. Écoute, Valeria a été un peu stressée avec tout ça.
Elle voulait juste que ce voyage soit spécial pour nous en tant que couple et famille nucléaire. Tu sais bien. Mais on t'aime beaucoup quand même et quand on rentrera, on parlera bien. Tout va bien. Un bisou. Prends soin de toi. J'ai écouté ce message 3 fois, cherchant désespérément quelque chose de sincère dans ses paroles, mais je n'ai trouvé que des excuses bon marché et une manipulation émotionnelle enveloppée dans un ton décontracté. Maintenant, il s'avérait qu'exclure de ce voyage que j'avais aidé à financer, c'était parce que Valeria était stressée. Bien sûr, parce que quand on est stressé, la première chose qu'on fait, c'est d'abandonner sa belle-mère sur un quai, n'est-ce pas? Et cette expression, famille nucléaire, comme si j'étais un déchet radioactif dont il fallait se débarrasser pour préserver la pureté du noyau. On t'aime beaucoup. 3 mots vides jetés à la fin, comme on lance une pièce à un mendiant pour se sentir mieux avec soi-même. La voix de Roberto sonnait fatiguée, fausse, répétée, comme s'il lisait un script écrit par sa femme. Mais ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas les excuses, c'était ce. Quand on rentrera, on parlera, comme si j'étais une employée attendant une évaluation de performance, comme s'ils décidaient quand et comment les choses s'arrangeraient selon leur convenance. Eh bien, cette fois, il n'y aurait ni conversation, ni réconciliation, ni câlin de pardon. Cette fois, la seule conversation serait entre eux et la note collée sur la porte d'une maison qui ne leur appartenait plus. Je n'ai pas répondu à ce message, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je n'avais plus envie de me justifier, de réclamer ou de me battre pour des miettes d'attention. Pendant des années, c'était moi qui répondais à n'importe quelle heure, qui accourais quand ils avaient besoin, qui laissais tout tomber pour résoudre leurs problèmes. Mais, est-ce maintenant? J'avais d'autres priorités plus importantes que ordonner la vente d'une propriété, signer des documents devant notaire, emballer des décennies de souvenirs. Pendant qu'ils naviguaient sur des eaux cristallines en se prenant des selfies avec des chapeaux de paille, moi je naviguais en eau légale bien plus profonde, avec un avocat de mon côté et une agente immobilière qui déplaçait les pièces chaque jour qui passait sans que je réponde. C'était un jour de moins d'illusions pour eux. Ils continuaient à croire que tout était sous contrôle, que leur vie continuerait exactement comme avant, que maman Patricia finirait par pardonner parce que c'est ce qu'elle avait toujours fait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette fois maman Patricia avait poussé une paire d'ailes et s'apprêtait à s'envoler loin, très loin de leur toxicité, déguisée en amour familial. Au 8e jour du croisière, Valeria n'a pas pu se retenir et a montré son vrai visage sur les réseaux sociaux. Son Instagram, qui avait toujours été son hôtel de perfection fabriqué, s'est transformé en une galerie d'allusions aussi subtile qu'un coup de marteau. D'abord, elle a posté une photo sur le pont du bateau, dans une robe blanche vaporeuse, avec son meilleur air de paix intérieure. La légende disait « Sanando, entouré de ma vraie famille », avec des émojis de cœur et de bateau. 2 heures plus tard, une autre publication. Maintenant Roberto l'enlaçait par derrière pendant qu'il regardait le coucher de soleil. Les limites, c'est de l'amour-propre. S'éloigner de la toxicité n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, avec des hashtags amour-propre, bien-être motivationnel, #famille. Mais le joyau de la couronne est arrivé le lendemain. Un selfie en gros plan avec un air de femme illuminée spirituellement. Le texte, j'ai enfin appris qu'on ne peut forcer personne à mûrir ni à lâcher le contrôle. Certaines personnes ne comprennent jamais que les enfants grandissent et forment leur propre famille. Béni de pouvoir guérir loin du drama. Capture d'écran mental. J'ai sauvegardé chaque publication avec la date, l'heure et le texte complet, non pas pour lui répondre sur son propre terrain, mais pour avoir la preuve de sa narration manipulée au cas où. Ce qui était fascinant, c'était de voir comment elle construisait une histoire où j'étais la belle-mère contrôlante et la victime incomprise, alors que la réalité était exactement l'inverse. Mais comme dit le proverbe, qui est perroquet, est vert partout. Et Valeria était experte pour se victimiser tout en plantant le couteau. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle postait des photos de guérison, moi je signais les papiers de vente. Pendant qu'elle parlait de limites saines, moi j'établissais la limite la plus claire de toutes, celle de la propriété privée. Pendant qu'elle se peignait en belle-fille incomprise, moi je devenais la belle-mère qui avait enfin compris le jeu et décidé de changer les règles. Ses abonnés lui donnaient des cœurs et des commentaires de soutien total. « Reine, tu as raison. Protégez ton espace. Quelle maturité émotionnelle, admirable. » Mais il y a eu quelques commentaires qui m'ont fait sourire de satisfaction. Une utilisatrice a écrit « Mais la maison n'était pas à ta belle-mère. » Une autre a demandé directement « C'est elle qui a tout payé, ou vous ?» Et un vieil ami de Roberto, qui suivait apparemment le compte, a commenté avec un émoji pensif
Je connais cette histoire et ce n'est pas comme tu la racontes, amigo. Le château de cartes de leur narration parfaite commençait à montrer des fissures, mais eux continuaient à naviguer, inconscients de la tempête qui les attendait sur la terre ferme. Roberto a tenté de limiter les dégâts en postant une story vague et générique. Il y a des choses qui ne se règlent pas sur les réseaux sociaux, mais en privé, avec les personnes concernées. Mais c'était trop tard, le mal était fait à leur image. Moi, je n'ai rien dit, rien posté, rien commenté. Parce que quand on a la vérité soutenue par des documents légaux signés devant notaire, on n'a pas besoin de se défendre sur les réseaux sociaux. La vérité n'a pas besoin de marketing, elle a besoin de faits. Et pendant qu'ils menaient leur guerre d'images sur Instagram, moi je menais ma guerre légale dans le bureau de Fernando, avec des munitions de papier timbré. Les réseaux sociaux sont le miroir où les gens montrent ce qu'ils veulent être, pas ce qu'ils sont vraiment. Et ce miroir était sur le point d'éclater en 1000 morceaux le 30 septembre, quand ils reviendraient dans une maison qui avait déjà d'autres propriétaires. J'ai déménagé 2 semaines avant leur retour, non pas parce que j'étais pressé, mais parce que je voulais clore ce chapitre complètement avant que le drame ne commence. J'ai trouvé un petit appartement, mais lumineux, près de la plage. Un endroit où le bruit des vagues remplacerait le bruit des excuses, un espace qui serait entièrement à moi, sans hypothèques émotionnelles ni d'aide de gratitude. J'ai empaqueté seulement l'essentiel. Mes vêtements, ma vaisselle préférée, les livres que j'ai lus 1000 fois, les photos de quand Roberto était petit, avant que Valeria n'arrive pour réécrire l'histoire familiale. J'ai laissé le canapé gris, celui sur lequel ils s'asseyaient comme des rois dans mon château. Que les nouveaux propriétaires l'utilisent s'ils le voulaient ou qu'ils le jettent, ça m'était égal. J'ai aussi laissé la table de la salle à manger, celle où j'avais servi tant de repas qu'ils dévoraient sans un merci. Les nouveaux acquéreurs avaient demandé que je laisse certains meubles parce qu'ils venaient d'une autre ville et avaient besoin d'une maison meublée. Parfait. Ça m'a évité l'effort de tout déplacer. La veille de la remise des clés, j'ai fait un dernier tour dans cette maison que j'avais construite avec tant d'amour et tant de sacrifices. J'ai touché les murs comme pour leur dire au revoir, non pas aux briques, mais à l'illusion qu'un jour on me valoriserait. J'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et emporter toutes les énergies lourdes. J'ai balayé une dernière fois le parquet en bois que j'avais moi-même fait poser. Et quand j'ai terminé, je suis resté debout au milieu du salon vide, ressentant quelque chose d'étrange. Ni tristesse, ni joie, mais du soulagement. Puis j'ai sorti une feuille blanche de mon sac et de ma plus belle écriture, j'ai rédigé la note qui allait tout changer. Estimé occupant. Cette propriété a été vendue légalement. L'acte de propriété a été transféré à ses nouveaux acquéreurs en date du 30 septembre. N'essayez pas d'entrer, car les serrures ont été changées. Toute question ou réclamation doit être adressée à l'avocat Fernando Castellano, carte professionnelle jointe. Signé, Patricia Moral, propriétaire légal. J'ai lu la note 3 fois pour m'assurer que le ton était ferme mais pas agressif, légal mais pas glacial, définitif mais pas cruel. Je l'ai collé sur la porte principale avec du ruban adhésif épais, de celui qui ne se décolle pas facilement. J'ai mis une deuxième copie dans une enveloppe blanche que j'ai posée sur la table de l'entrée, avec la carte de visite de Fernando. J'ai également vérifié que les caméras de sécurité que j'avais installées la semaine précédente fonctionnaient parfaitement, non pas pour les espionner, mais pour me protéger de toute tentative de drame ou de manipulation ultérieure. J'avais besoin de preuves de tout ce qui pourrait se passer. À 7 heures du matin le 30 septembre, j'ai remis le trousseau de clés à Marcella, l'agente immobilière, qui les transmettrait au nouveau propriétaire. Nous avons signé les derniers documents chez le notaire. L'argent a été déposé sur mon compte bancaire. Officiellement, j'ai cessé d'être propriétaire de cette maison. Mais j'ai aussi cessé d'être redevable émotionnellement envers des gens qui ne m'avaient jamais valorisé. Je suis sorti de chez le notaire avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années, comme si on m'avait enlevé un sac à dos rempli de pierres. Je suis allé directement chez ma cousine Elena, qui vit dans un petit village côtier à 2 heures de la ville. J'avais besoin d'être loin quand tout exploserait. J'avais besoin d'un endroit sûr où personne ne me demanderait d'explications ni ne me ferait sentir coupable. Elena m'a accueilli les bras ouverts, sans poser de questions gênantes. Elle m'a préparé un thé à la menthe et s'est simplement assise à côté de moi sur la véranda, face à la mer. Parfois, le meilleur soutien n'est pas dans les mots, mais dans la compagnie silencieuse de quelqu'un qui vous aime sans condition. Cet après-midi-là, tandis que le soleil se couchait à l'horizon en peignant le ciel d'orange et de violet, je lui ai tout raconté, chaque détail, depuis le message sur le quai jusqu'à la vente de la maison. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini,
Elle m'a simplement pris la main et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Cousine, tu n'as rien fait de mal. Tu as défendu ta dignité, et ça n'a pas de prix. J'avais donné des instructions très claires à Fernando, mon avocat. Tout appel, message ou tentative de contact de Roberto ou de Valeria devait être redirigé directement vers son cabinet. Je ne voulais rien savoir. Je n'avais pas besoin d'entendre leurs cris, leurs supplications ou leurs accusations. J'avais pris ma décision et rien de ce qu'ils diraient ne changerait le résultat. Fernando m'avait promis de me tenir informé uniquement de l'essentiel. Patricia, je vais gérer ça avec un professionnalisme absolu. Ne t'inquiète de rien. Repose-toi et laisse-moi faire mon travail. Et il a tenu parole. Le 30 septembre à 21h30, mon téléphone a vibré avec un message de Fernando. Ils ont déjà pris contact. 3 appels de Roberto, 2 de Valeria et un message vocal assez agité. Je leur ai transmis exactement ce que tu m'as demandé. La propriété a été vendue légalement, tout est en règle et toute réclamation doit se faire par voie légale, pas émotionnelle. Valeria a menacé de porter plainte, mais je lui ai expliqué qu'ils n'ont aucun fondement juridique. Roberto a demandé s'ils pouvaient récupérer leurs affaires personnelles. Je lui ai dit de coordonner un horaire raisonnable avec les nouveaux propriétaires. Ils sont en état de choc, mais ils finiront par accepter la réalité. J'ai lu le message 2 fois et j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de tristesse, pas de regret, mais la confirmation que notre lien s'était bel et bien rompu de manière irréparable. En même temps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix, cette paix qui arrive quand on arrête enfin de nager à contre-courant et qu'on se permet de flotter. Je n'ai pas répondu au message de Fernando, je lui ai simplement envoyé un emoji pouce levé. Les mots étaient superflus. Cette nuit-là, je me suis endormi profondément, bercé par le bruit des vagues, sans cauchemar, sans insomnie, sans ce nœud dans l'estomac qui me tourmentait depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre, vraiment libre. Les jours suivants ont été des montagnes russes émotionnelles. Même si j'étais physiquement loin, le drame me parvenait sous forme de rapport de Fernando. Le deuxième jour, Roberto a essayé d'aller à la maison avec une camionnette pour emporter ses affaires, mais les nouveaux propriétaires, très poliment mais fermement, lui ont expliqué qu'il devait prendre rendez-vous. Valeria, de son côté, a inondé les réseaux sociaux de publications cryptiques sur les trahisons familiales et les gens envieux. Une de ses stories disait « Imaginez que la personne qui est censée vous aimer le plus vous enlève le toit au-dessus de votre tête. Voilà ce qu'est l'hypocrisie déguisée en mère. » Ses abonnés, comme toujours, lui ont offert un soutien inconditionnel. Mais cette fois, quelque chose a changé. Certaines personnes ont commencé à poser des questions gênantes. Une utilisatrice a commenté « Mais la maison était à elle ou à vous ?» Une autre a écrit « Si elle était au nom de ta belle-mère, techniquement c'était son droit de la vendre. » Un ami commun qui semblait en savoir plus sur l'histoire a écrit directement « Il y a 2 versions pour chaque histoire et celle-ci n'est pas celle que vous racontez. » Le château de mensonges qu'ils avaient construit a commencé à s'effondrer, brique par brique. Roberto a tenté une stratégie différente. Il a posté une vieille photo de quand il était enfant, moi en train de le serrer dans mes bras, avec un texte manipulateur. Les mères devraient être synonymes d'amour inconditionnel, mais parfois le ressentiment l'emporte sur les liens du sang. Ça fait mal, mais on apprend à avancer. Je l'ai lu et je n'ai pas ressenti de colère, mais de la pitié. Pitié que mon propre fils utilise une photo de son enfance heureuse pour se victimiser au lieu de réfléchir à la façon dont il m'avait traité. Pitié qu'ils ne comprennent pas que l'amour inconditionnel ne signifie pas être un paillasson émotionnel. Pitié qu'ils choisissent une femme manipulatrice plutôt que la mère qu'il a élevée seule et lui a tout donné. Mais je n'ai rien commenté. Pas de like, pas de partage, absolument rien. Parce que mon silence était plus puissant que 1000 mots. Pendant qu'ils menaient leur bataille d'images sur les réseaux sociaux, moi j'étais assis sur la véranda d'Elena à boire une limonade fraîche et à lire le livre que j'avais en attente depuis des mois. J'avais décidé que je ne participerais pas à leur cirque médiatique, que je ne m'abaisserais pas à me défendre publiquement, parce que la vérité n'a pas besoin de trending topic, elle a besoin de documents notariés. De plus, les personnes qui me connaissaient vraiment savaient qui j'étais, et celles qui ne me connaissaient pas ne méritaient pas d'explication. Une semaine s'est écoulée et le bruit a commencé à diminuer. Fernando m'a informé que Roberto et Valeria avaient finalement coordonné avec les nouveaux propriétaires pour récupérer leurs affaires. Ce fut un processus supervisé et civilisé. Ils sont arrivés avec des cartons, ont emballé en silence et sont repartis sans créer de problème.
Les nouveaux propriétaires m'ont envoyé un message très gentil par l'intermédiaire de Marcella. Nous voulions que vous sachiez que votre ancienne maison est entre de bonnes mains. On peut sentir l'amour avec lequel vous l'avez entretenue toutes ces années et nous ferons de même. Ce message m'a fait pleurer, mais c'était des larmes de clôture, pas de douleur. J'ai pleuré pour la femme que j'ai été, celle qui s'est sacrifiée jusqu'à l'épuisement en croyant que c'était de l'amour. J'ai pleuré pour les années perdues à justifier l'injustifiable. J'ai pleuré pour la relation avec mon fils, qui ne serait probablement plus jamais la même. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement, parce que j'avais enfin posé une limite et que j'avais choisi ma propre dignité plutôt que leur confort. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message de Roberto. Pas via Fernando cette fois, mais directement sur mon téléphone. Maman, il faut qu'on parle. Ça ne peut pas rester comme ça. Je comprends que tu sois fâchée, mais vendre la maison, c'était trop extrême. Valeria est dévastée, et moi aussi. Comment as-tu pu nous faire ça après tout? J'ai lu le message calmement, sans cette urgence d'autrefois. Je l'ai lu comme s'il venait d'un inconnu, en analysant chaque mot, chaque stratégie de manipulation. Il faut qu'on parle, comme si j'avais l'obligation de leur donner des explications. Je comprends que tu sois fâché, en minimisant ma douleur comme s'il s'agissait d'un caprice passager. Vendre la maison, c'était trop extrême, mais me laisser sur le quai et utiliser ma carte pour le spa, ça, ce n'était pas l'extrême, n'est-ce pas? Valeria est dévastée. Bien sûr, maintenant c'était elle la victime, pas moi. Comment as-tu pu nous faire ça? Comme si j'étais la méchante de l'histoire? Pas eux. Après tout, après quoi exactement? Après m'avoir utilisé financièrement, après m'avoir exclu émotionnellement, après m'avoir effacé de leur vie familiale? J'ai répondu, mais pas avec le cœur, avec la tête. Roberto, cette conversation doit passer par l'avocat, comme on te l'a déjà indiqué. J'ai vendu une propriété qui m'appartenait légalement. Je ne vous ai rien pris qui vous appartenait. Si vous voulez parler de la façon dont on en est arrivé là, peut-être devriez-vous commencer par vous souvenir du message que tu m'as envoyé sur le quai. Seulement la famille, as-tu écrit? Eh bien, maintenant tu sais ce que ça fait d'être laissé dehors. Je l'ai envoyé et j'ai bloqué son numéro. Pas par lâcheté, mais parce que je n'avais plus rien à dire. J'avais tout exprimé par des actes, pas par des mots. J'ai aussi bloqué le numéro de Valeria et mis en sourdine toutes les notifications des réseaux sociaux où il pourrait me taguer. J'avais besoin de paix, pas de conflit. J'avais besoin de silence, pas de drame. J'avais besoin de guérir, pas de continuer à saigner. Je suis resté chez Elena un mois entier. Ce fut un mois d'autodécouverte et de guérison profonde. Je marchais sur la plage tous les matins, sentant le sable entre mes orteils. Je cuisinais de nouvelles recettes que j'avais toujours voulu essayer mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps. Je lisais des livres qui me faisaient réfléchir à la vie. J'écrivais dans un journal toutes mes émotions sans filtre, sans peur d'être jugé. Et petit à petit, j'ai recommencé à me reconnecter avec la Patricia qui existait avant de devenir la mère sacrifiée. J'ai découvert que j'aimais l'aquarelle, alors j'ai acheté un petit kit de base et j'ai commencé à peindre des couchers de soleil affreux au début, mais qui s'amélioraient avec la pratique. Je me suis inscrite à un club de lecture du village où j'ai rencontré des femmes de mon âge avec des histoires similaires de sacrifice et de renaissance. J'ai commencé des cours de yoga sur la plage qui m'ont aidé à me reconnecter avec mon corps que j'avais ignoré pendant des années. Et surtout, j'ai appris à apprécier ma propre compagnie sans me sentir seul. La solitude et le fait d'être seul sont deux choses très différentes, ai-je découvert. L'une vide, l'autre remplie. Pendant ce mois, Fernando m'a tenu au courant de l'essentiel. Roberto et Valeria avaient trouvé un petit appartement en location. Ma petite fille Sofia s'adaptait bien au changement. Il n'y avait plus eu de tentative de contact ni de menaces judiciaires. L'affaire était close légalement et, apparemment, aussi émotionnellement de leur côté. Parfait. Chacun sa vie, ai-je pensé. Un jour est arrivé un courrier recommandé. Il venait de Roberto. Pendant un instant, j'ai hésité. L'ouvrir ou le brûler sans le lire. Mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur, une lettre écrite à la main, pas tapée à l'ordinateur. Maman. Je sais que tu ne veux probablement pas lire ça, mais j'ai besoin de l'écrire, ne serait-ce que pour moi-même. J'ai eu le temps de réfléchir, vraiment réfléchir, pas juste réagir. Tu as raison surtout. Nous t'avons laissé sur le quai comme si tu ne comptais pas, et c'était cruel. Nous avons utilisé ta carte sans permission, et c'était de l'abus. Nous t'avons progressivement écarté de nos vies tout en continuant à accepter ton aide financière. Et ça, c'était hypocrite.
Valeria et moi sommes en thérapie de couple et le thérapeute nous a fait voir des choses que nous ne voulions pas admettre. Nous avons construit notre relation sur des bases toxiques, où pour nous sentir unis nous avions besoin d'exclure les autres, et tu as été la principale victime de ça. Je n'attends pas que tu me pardonnes ni que nous retrouvions une relation comme avant, parce que je comprends que j'ai brisé quelque chose qui n'est peut-être pas réparable. Je veux juste que tu saches que je suis sincèrement désolé, que je travaille à devenir une meilleure personne et un meilleur père pour Sophia, que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait et que même si ça m'a fait mal, ça m'a aussi ouvert les yeux. La maison t'appartenait, elle t'a toujours appartenu et tu avais tout le droit de la vendre. J'espère qu'avec cet argent tu t'offriras la vie que tu mérites, celle que nous ne t'avons jamais donnée. Merci pour tout, maman. Même pour cette dernière leçon, la plus douloureuse, mais peut-être la plus nécessaire. Je t'aime, même si je comprends si toi tu ne m'aimes plus. Roberto. J'ai lu la lettre 3 fois, les larmes coulant sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de joie ni de pardon immédiat, mais des larmes de reconnaissance. Mon fils voyait enfin la réalité. Il grandissait enfin, même si c'était à coups de massue. Je n'ai pas répondu à la lettre tout de suite. J'avais besoin de la digérer. J'avais besoin de temps pour décider quoi faire de ces excuses. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on donne automatiquement parce que quelqu'un dit « je suis désolé ». Le pardon est un long processus qui exige de vrais changements, pas seulement de belles paroles. J'ai rangé la lettre dans mon journal et j'ai continué ma vie, ma nouvelle routine, mon processus de guérison. 2 mois plus tard, je suis rentré en ville, mais pas dans le même quartier. J'ai loué un appartement dans une zone complètement différente, près d'un parc avec de grands arbres et des écureuils espiègles. C'était un petit espace d'une chambre, mais il était entièrement à moi, sans fantôme du passé, sans souvenirs douloureux. J'ai décoré chaque coin à mon goût, avec des couleurs qui me plaisaient, des plantes qui m'apaisaient, des tableaux que j'avais peints moi-même sur la plage. Pas de photos de famille au mur, seulement des paysages et des fleurs. Ma nouvelle vie n'incluait pas le passé, du moins pas de manière visible. J'ai trouvé un emploi à mi-temps dans une librairie du quartier, pas parce que j'avais besoin d'argent grâce à la vente de la maison, mais parce que j'avais besoin de structure et de sens. Être entouré de livres me rendait heureuse. Discuter avec les clients de leur lecture. Je me suis fait une amie, Clara, la propriétaire de la librairie, une femme de 60 ans divorcée et renaissante, qui comprenait parfaitement mon histoire parce qu'elle avait vécu quelque chose de similaire avec ses enfants. Les après-midi à la librairie sont devenus ma thérapie préférée. Un jour de décembre, 3 mois après la vente de la maison, j'étais en train de ranger des livres dans la section roman quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. « Bonjour, Patricia. C'est Martha, la maîtresse de Sophia. Excusez-moi de vous appeler comme ça. J'ai obtenu votre numéro par votre cousine Elena. J'avais besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Mon cœur s'est emballé, pensant qu'il était arrivé quelque chose de grave à ma petite fille. « Sophia va bien ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. « Oui, physiquement elle va bien. Mais Patricia, elle vous manque énormément. » En classe, nous avons fait un exercice sur la famille, et elle a dessiné une maison avec 4 personnes, puis elle en a effacé une. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu « parce que mamie ne peut plus venir », et elle s'est mise à pleurer sans vouloir en parler davantage. J'ai senti comme un poignard dans la poitrine. « Roberto et Valeria ne vous ont rien dit ?» a demandé Martha. « Je n'ai pas parlé avec eux depuis que j'ai vendu la maison », ai-je répondu d'une voix brisée. « Écoutez, Patricia, je ne me mêle pas des affaires familiales, mais cette petite fille a besoin de vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les adultes, mais Sophia n'y est pour rien. Peut-être pourriez-vous envisager de la voir, même de temps en temps. Les problèmes des grands ne devraient pas affecter les petits. » J'ai raccroché et j'ai pleuré là, entre les étagères de livres. J'ai pleuré parce qu'elle avait raison. Sophia n'avait aucune faute dans ce désastre. Elle était innocente, mais elle avait aussi peur. Peur que j'ouvre cette porte et que je sois à nouveau blessé. Peur qu'on se serve d'elle pour m'atteindre. Peur de perdre la paix que j'avais mis tant de temps à construire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, pensant à Sophia, à son petit visage, à ses rires, aux après-midi que nous passions ensemble avant tout ça. Elle m'aidait à faire des biscuits, même si on finissait plus fariné que les biscuits eux-mêmes. Elle me racontait des histoires inventées sur des princesses courageuses qui sauvaient des dragons au lieu d'être sauvées par des princes. Elle me serrait dans ses bras avec cette force pure que seuls les enfants ont quand ils aiment sans condition. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai écrit un message à Roberto.
j'ai reçu un appel de la maîtresse de Sophia. J'aimerais la voir si tu es d'accord. Ça ne veut pas dire que tout est arrangé entre nous, mais elle n'y est pour rien et elle me manque. Si tu acceptes, on peut coordonner une rencontre dans un lieu neutre. La réponse est arrivée 2 heures plus tard. Maman, merci d'avoir écrit. Oui, s'il te plaît, Sophia a besoin de toi. Que dirais-tu du parc central samedi à 11 heures du matin? Valeria et moi serons là, mais on restera à distance pour que tu aies ton espace avec elle. Le samedi, je suis arrivé au parc 15 minutes en avance avec un sac rempli de matériel pour faire des bracelets de perles colorées, quelque chose que Sophia adore. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. À 11 heures précises, je les ai vus arriver. Roberto poussait Sophia sur son vélo rose avec petit trot. Quand Sophia m'a vu, elle a sauté de vélo et a couru vers moi en criant « Mamie, mamie !» Je me suis agenouillé juste à temps pour la recevoir dans mes bras et la serrer si fort que je lui ai probablement coupé le souffle. « Tu m'as tellement manqué, mamie. Pourquoi tu ne viens plus me voir ?» a-t-elle demandé avec ses grands yeux pleins de confusion et d'innocence. Parce que les adultes se trompent parfois, mon amour. Mais je suis là maintenant, ai-je répondu en retenant mes larmes. Nous avons passé 2 heures ensemble à faire des bracelets, à jouer au balançoire, à partager une glace au chocolat, sa préférée. Roberto et Valeria sont restés loin, assis sur un banc à observer, sans interrompre. Quand l'heure de se quitter est arrivée, Sophia m'a serré très fort et m'a chuchoté à l'oreille. « Je t'aime, mamie. Tu es ma personne préférée dans le monde entier. » Ces mots m'ont brisé et m'ont guéri en même temps. En partant, Roberto s'est approché timidement. « Merci d'être venu, maman. Ça compte énormément pour elle et pour moi. » J'ai hoché la tête sans rien dire, parce que les mots ne venaient pas encore facilement. Valeria est restée à distance, levant à peine la main en un salut maladroit. Je lui ai rendu le geste, sans sourire. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je pouvais avoir une relation avec ma petite fille sans nécessairement tout réparer avec mon fils. Je pouvais poser des limites claires et les maintenir. Je pouvais aimer Sophia sans permettre qu'on me blesse à nouveau. Les mois suivants, j'ai établi une routine. Voir Sophia 2 fois par mois au parc ou à la librairie où je travaillais. Elle adorait venir me voir là et choisir de nouveaux livres pour qu'on les lise ensemble. Je ne suis jamais allé chez eux et ils ne sont jamais venus chez moi. J'ai maintenu cette distance comme une façon de me protéger. Roberto a essayé plusieurs fois d'entamer des conversations plus profondes sur ce qui s'était passé, mais je lui disais gentiment que je n'étais pas prête. Ce n'était pas du ressentiment, c'était de l'autoprotection. J'avais appris que pardonner ne signifie pas oublier ni revenir à ce qui existait avant. Cela signifie lâcher le poison, mais garder la leçon. Valeria a fini par tenter de s'approcher aussi. Un jour, après avoir déposé Sophia, elle m'a arrêté. « Patricia, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais je veux que tu saches que je suis désolé. J'ai été immature, égoïste et manipulatrice. Ma propre mère m'a fait quelque chose de similaire. Au lieu de briser le schéma, je l'ai reproduit avec toi. Je suis en thérapie pour travailler là-dessus. Je n'attends pas qu'on devienne amis, ni que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu le saches. » Je l'ai regardé dans les yeux en cherchant des signes de manipulation. Mais je n'ai vu que de la fatigue et quelque chose qui ressemblait à de l'honnêteté. « Merci de l'avoir dit, Valeria, » ai-je répondu. « Le temps dira si les actes suivent les paroles. » Elle a hoché la tête et est partie sans attendre plus. Aujourd'hui, 3 ans après ce message sur le quai, ma vie est complètement différente. Je vis dans mon appartement plein de lumière et de plantes. Je travaille à la librairie entourée d'histoires qui me rappellent qu'il y a toujours un nouveau chapitre. Je prends des cours de céramique le jeudi parce que j'ai découvert que j'adore créer avec mes mains. Je marche tous les matins dans le parc où les oiseaux chantent comme si le monde était neuf chaque jour. J'ai de vrais amis qui me valorisent pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur donner. Je vois Sophia régulièrement et notre relation est magnifique parce qu'elle est construite sur de nouvelles bases, honnêtes. Roberto et moi parlons de temps en temps, des conversations cordiales mais avec des limites claires. Nous ne sommes jamais redevenus ce que nous étions avant. Et c'est bien ainsi, parce que ce que nous étions avant n'était pas sain. Il continue sa thérapie d'après ce qu'il me dit, et petit à petit je vois de petits changements réels dans sa façon de se comporter avec moi. Il n'attend plus que je résolve ses problèmes financiers. Il n'assume plus que je serai disponible chaque fois qu'il en aura besoin. Il ne minimise plus mes sentiments en me traitant d'intense ou de dramatique.
Valeria et moi maintenons une relation distante mais respectueuse pour le bien de Sofia. Nous ne sommes pas amis et nous ne le serons pas, mais au moins nous ne sommes plus ennemis. L'argent de la vente de la maison, je l'ai investi intelligemment avec l'aide d'un conseiller financier. Une partie est dans un fonds de retraite qui me donne de la sérénité. Une autre partie, je l'ai donnée à un refuge pour femmes battues, parce que je sais ce que ça fait d'être coincé sans option. Et une autre partie est sur un compte pour les études universitaires de Sofia. Quand le moment viendra, certains membres de la famille me regardent encore avec désapprobation. Ma sœur Amanda continue de dire que j'ai été trop dur, qu'une mère ne fait pas ça, mais j'ai appris que les opinions de gens qui n'ont jamais marché dans mes chaussures n'ont aucun poids dans ma vie. Ma cousine Elena reste mon roc, mon soutien inconditionnel, la sœur que j'ai choisie, pas celle que le sang m'a imposée. Les amis que j'ai rencontrés au club de lecture et à la librairie sont devenus ma nouvelle famille choisie. Des gens qui me célèbrent, pas qui me tolèrent. Quand je regarde en arrière cette femme restée seule sur le quai avec sa valise et son cœur brisé, j'éprouve de la compassion pour elle. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec les outils émotionnels qu'elle avait à ce moment-là. Mais j'éprouve aussi un immense orgueil pour la femme qui s'est relevée de ce sol et a décidé qu'elle méritait plus. Vendre la maison n'était pas de la vengeance, c'était de la justice personnelle. C'était poser une limite là où je n'avais jamais osé le faire avant. C'était me choisir moi-même après des années à choisir les autres. C'était dire à voix haute, ceci est à moi et je mérite le respect. Aujourd'hui, quand je marche sur la plage qui est à 20 minutes de chez moi et que je sens la brise salée sur mon visage, je souris. Je souris parce que je suis libre. Libre de la culpabilité que d'autres ont voulu semer en moi. Libre de l'obligation d'être un paillasson émotionnel. Libre de vivre pour les attentes des autres. J'ai appris que l'amour véritable inclut l'amour propre, que la famille n'est pas celle qui partage ton sang mais celle qui respecte ton cœur, que ce n'est jamais trop tard pour recommencer, que la dignité n'a pas de prix et que parfois dire non est l'acte le plus aimant qu'on puisse faire pour soi-même. Cette phrase que Roberto avait écrite, seulement la famille, s'est révélée prophétique, mais pas de la façon qu'il imaginait. Parce qu'aujourd'hui j'ai ma propre famille, une famille que j'ai choisie, qui prend soin de moi, qui me valorise, une famille où je ne suis pas l'employé, mais un membre précieux. Et curieusement, cette famille inclut des gens qui ne portent pas mon nom de famille, mais qui portent mon cœur. Roberto et Valeria ont appris que les actes ont des conséquences, que l'amour n'est pas infini quand une seule partie l'alimente, que les mères aussi ont des limites, même si elles mettent des années à les trouver. Sofia grandit belle et forte, et je lui enseigne quelque chose que personne ne m'a enseigné, qu'il est bien de poser des limites, qu'il est bien de dire non, qu'il est bien de se choisir soi-même. Cette nuit de septembre, quand le bateau est parti sans moi, j'ai cru que ma vie était finie. En réalité, elle commençait à peine. Parce que parfois ce qui semble être une fin est simplement l'univers qui ferme une porte pour que tu trouves le courage d'en construire une autre, la tienne. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai construit une nouvelle vie sur les fondations de ma dignité retrouvée. Et laissez-moi vous dire que cette nouvelle maison est plus petite que l'ancienne, mais elle a quelque chose que l'autre n'a jamais eu. Elle est entièrement à moi. Pas d'hypothèques émotionnelles, pas de dette de gratitude. Juste la paix, la tranquillité et la certitude que j'ai enfin appris la leçon la plus importante. Le respect commence par soi-même, et il n'y a pas d'amour qui vaille la peine s'il exige que tu te perdes dans le processus. Aujourd'hui, quand je regarde mon reflet dans le miroir, je vois une femme différente. Avec plus de cheveux blancs, oui, mais aussi plus de sagesse. Avec quelques rides nouvelles, mais aussi un sourire plus authentique. Avec des cicatrices au cœur, mais aussi des ailes dans l'esprit. Je suis Patricia Moral, 62 ans, infirmière à la retraite, employée de librairie, amoureuse de la céramique, marcheuse de plage, grand-mère à temps partiel, pour la première fois depuis des décennies, propriétaire absolue de ma propre vie. Et si je pouvais revenir en arrière au jour du quai, je ne changerais rien, parce que cette douleur insupportable a été le coup de pouce dont j'avais besoin pour enfin me réveiller. À toutes les femmes qui lisent ceci, qui ont tant donné, qui se sont sacrifiées jusqu'à disparaître, qui ont aimé jusqu'à se vider, je veux vous dire quelque chose d'important. Vous aussi, vous méritez le respect. Vous aussi, vous méritez des limites. Vous aussi, vous méritez de vous choisir vous-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'amour-propre. Et jamais, jamais, il n'est trop tard pour recommencer. Parce que la vie ne s'arrête pas quand on vous laisse sur le quai. La vie commence quand vous décidez que vous méritez un billet sur votre propre bateau. Et ce voyage, croyez-moi,
est le plus beau de tous. Et maintenant que nous arrivons à la fin de cette histoire qui nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour se valoriser, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché le cœur. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires vraies qui nous rappellent la valeur de la dignité et l'importance de se mettre en premier. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran, où vous découvrirez une autre histoire incroyable d'une femme qui a retrouvé sa force quand tout le monde pensait qu'elle était vaincue. Partagez cette histoire avec cet ami ou cette proche qui a besoin d'entendre qu'il est bien de se choisir soi-même. À bientôt dans la prochaine histoire, chers amis. Souvenez-vous toujours que vous méritez le respect, l'amour et surtout la paix.